quoi la pathologie sportive est-elle différente de la pathologie de monsieur et madame tout le monde? C'est clairement le genre de question qu'on a couramment quand on s'occupe de sportifs, donc que ce soit le médecin du sport, que ce soit le kiné du sport, que ce soit l'ostéopathe du sport. Chaque personne qui va être spécialisée dans un domaine, souvent, on va lui demander mais et qu'est-ce que ça change avec monsieur, madame, tout le monde? Donc si on parle ici de la kiné du sport, on va voir que le kiné du sport s'occupe du sportif. Le sportif, ce n'est pas un patient comme tout le monde, il a des caractéristiques particulières. Ces caractéristiques particulières, il va avoir une gestuelle sportive spécifique, mais pas uniquement. Il va également avoir un environnement spécifique, ça veut dire qu'il va avoir tout un nombre de personnes qui vont tourner autour de lui, que ce soit le dirigeant, entraîneur, le staff technique, un calendrier de compétition à respecter, et donc différents impératifs qui vont être propres à ce sportif. Il va également avoir une psychologie qui va être spécifique, donc la personnalité, ses motivations. Le sportif, on va avoir un discours qui va être différent de monsieur, madame, tout le monde. Le sportif, en gros, il n'a qu'une seule envie, c'est de reprendre son sport et si possible pour hier. Donc, on va devoir composer avec ça. Si on regarde dans la gestuelle spécifique, on se rend compte par exemple qu'un patient qui va venir avec une douleur d'épaule, selon que ce soit un sportif ou un non sportif, on n'aura déjà pas la même approche. Et même dans la catégorie des sportifs, on va avoir en fonction du sport différentes attitudes à avoir. On se rendra compte qu'une douleur d'épaule chez un lanceur du poids, ou bien chez un golfeur, ou bien chez un tennisman ne vont pas avoir du tout les mêmes implications. Donc si on prend un exemple, donc pour étayer un peu tout ça, donc on va prendre par exemple un golfeur, on va voir qu'il faut connaître la gestuelle propre au sport. Donc si on prend l'exemple de notre golfeur, on va se rendre compte qu'en fonction de chacune des phases du swing, différentes pathologies peuvent être rencontrées. Alors souvent en kiné, donc moi je suis kiné de formation, hein, donc tout au départ quand j'ai commencé à travailler, déjà on a ce qu'on sait faire en kiné classiquement. Ensuite on va avoir des techniques plus spécifiques pour les sportifs. Et après ce qu'il faut faire c'est pouvoir remettre ça dans le cadre du sport lui-même. Donc, quand je dis dans le cadre du sport lui-même, on va avoir, par exemple, lors du backswing, donc si on décompose le swing du golfeur, on va avoir une première phase de backswing. Ensuite, on aura le moment de l'impact où il vient toucher la balle. On aura ensuite la traversée, le moment où il passe au travers de la balle. Donc, le golf n'est pas un sport de frappe, donc on ne vient pas frapper la balle, mais on vient la lancer. Donc, c'est un sport de lancer, on vient la traverser. Et enfin, on aura une position de finish. On va voir que chacune de ces positions peut avoir des pathologies qui vont être propres. Si je prends le backswing, donc dans la position de backswing, on va avoir donc tout le côté gauche qui va être en compression avec des fractures de fatigue au niveau de la première côte du côté gauche, avec au niveau de l'épaule droite une rotation latérale de l'épaule droite qui va mettre en tension et qui pourra créer des dysfonctions au niveau du bourrelet, au niveau du long biceps, donc avec des slap lésions, donc lésions communes entre le bourrelet et la longue portion du biceps, également des conflits au niveau sous-acromial. On pourra avoir lors de cette phase un déplacement transversal du bassin du golfeur lors de ce backswing. Ce déplacement transversal peut être cause de lombalgie. On voit ensuite sur la photo qui est en haut à droite de l'écran, donc vous voyez le swing de Tiger Woods, où on va avoir sur ce côté gauche, vous voyez la flèche rouge, on va avoir une compression de tout son côté gauche, avec des pathologies qui peuvent être des pathologies en compression, des pathologies en rotation au niveau de cet axe qui va être comprimé. Donc,
Le backswing du golfeur, certains golfeurs vont avoir, comme c'est le cas pour Tiger Woods, un appui sur son côté gauche prédominant. Certains autres golfeurs vont avoir plutôt un appui sur le côté droit et d'autres encore auront un appui plutôt symétrisé sur les deux membres inférieurs. Donc, on se rend compte que en fonction de la phase du swing et en fonction de la gestuelle propre aux sportifs, on va vraiment avoir des zones de compression qui vont être totalement différentes. Et donc, tout l'intérêt pour le kinésithérapeute du sport de pouvoir appréhender la dysfonction en globalisant le sportif. Si on passe à la deuxième phase, donc qui est la phase d'impact, le moment où le golfeur vient toucher la balle, on va avoir des pathologies donc, du côté droit. Donc, on va avoir la classique épitrocléalgie, qu'on appelle le golfer's elbow. Donc, on va avoir des contraintes au moment de l'impact qui vont se faire en valgus au niveau du coude. Ce valgus va mettre en tension les muscles épitrocléens qui vont donc être sollicités en excentrique avec des possibilités de tendinite, de tendinopathie qui vont en découler. Ensuite, en fonction de son grip, donc en fonction de sa gestuelle propre, on pourra avoir cette épitrocléalgie, surtout chez des golfeurs qui vont avoir ce qu'on appelle une main droite qui va être plus faible. Donc, si je prends le grip des deux mains, la main droite plus faible, c'est la main qui vient dans cette position, donc qui vient s'affaiblir, qui met du coup tout le côté médial de l'avant-bras en tension plus importante et qui est donc à pouvoir corriger, à pouvoir modifier si on veut arriver au bout de cette épitrocléalgie, pardon. Donc, l'épicondylalgie maintenant, ça se passe de l'autre côté, donc sur son membre supérieur gauche, on va avoir une épicondylalgie parce que cette fois-là, on va avoir des contraintes qui vont se faire en varus. Également, cette fois-ci, avec une main gauche, avec un grip qui pourrait cette fois-ci être trop fort, donc plus tourné en rotation vers le dedans. On a également ces problèmes dans des shafts trop rigides qui vont transmettre des vibrations plus importantes. Également dans une tête de club trop lourde, donc en fonction de l'équilibre du club. Donc on peut avoir ça pour un golfeur, mais on a exactement la même chose pour un tennisman. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Lorsqu'il y a du matériel, au plus le poids est vers la tête, au plus on a l'effet de marteau, donc c'est-à-dire je donne une impulsion et puis le poids qui est en tête fait accélérer, donc on gagne de la puissance. Mais néanmoins, le bras de levier avec le poids qui est au bout met en tension les épicondyliens, donc dans le cas du golfeur du côté gauche, dans le cas, donc je parle du golfeur droitier, dans le cas du tennisman sur son membre dominant, bien entendu. On va avoir des douleurs qui peuvent, lors de cette phase d'impact, arriver au niveau de l'amalus de l'amatome. Donc, c'est l'apophyse inciforme de l'os crochu, donc qu'on va situer au niveau de la main gauche. Elle va se situer entre l'articulation métacarpophalangienne et l'épisiforme, à plus ou moins un travers de doigt. Donc, dans cette région-ci, on a l'apophyse inciforme de l'os crochu. Il se fait qu'à cet endroit, c'est l'endroit où va revenir se positionner le grip. Donc, lorsqu'on a le grip dans cette main gauche, l'extrémité du grip vient dépasser de la main. Et chez certains golfeurs, ils vont ils vont prendre le club plus long. Et donc, ils vont donc arriver à avoir un appui sur cette zone. Donc, encore une spécificité du golfeur, cette fois-ci pour sa main gauche. On a ensuite la phase de traversée. Donc, dans la phase de traversée, on va vraiment avoir ce lancer. Donc, on a dit, c'est pas un sport de frappe, c'est un sport de lancer. Donc, on a vraiment tout un étirement de la partie postérieure au niveau de l'épaule droite qui va mettre en tension l'ensemble des nerfs. Donc, l'ensemble des nerfs, on va avoir principalement quoi ? Une mise en tension du nerf suprascapulaire, du nerf long thoracique ou du nerf axillaire. Donc, bien penser à ces atteintes nerveuses dans tout ce qui est sport de lancer. Ensuite, en fin de mouvement, on va remarquer quoi? On va remarquer qu'on va avoir ce mouvement où la main gauche va venir faire un mouvement de supination
et où on pourra avoir une subluxation au niveau de l'extenseur ulnaire du carpe. Ce sera principalement ce qu'on va rencontrer dans cette phase de traversée. Ensuite, on va avoir lors de la position de finish, donc la position de finish va être plus ou moins à quelques différences près la position symétrique du backswing. Donc dans le backswing, je rappelle, on était en compression au niveau du côté gauche et on était en rotation latérale au niveau du côté droit. On va cette fois-ci, dans le finish, se trouver dans la position inverse, avec une compression du côté droit, une rotation latérale sur le membre supérieur gauche. Qu'est-ce que ça va nous amener comme pathologie typique dans ces phases? On va avoir au niveau de l'épaule droite, donc il va revenir vers l'avant, des possibilités de conflit au niveau antérieur, et également des compressions au niveau de l'articulation acromio-claviculaire qui pourront entraîner évidemment à terme une usure et une arthropathie au niveau acromio-claviculaire. Alors du côté gauche, la rotation latérale va nous amener, surtout lorsqu'on va décoller le coude, va nous amener un conflit au niveau sous-acromial et peut également nous amener les différentes pathologies telles que le défilé thoraco-brachial. On remarque dans cette position de finish plusieurs points qui vont être importants. Donc on remarque que lorsque le golfeur va être en torsion complète, donc que ce soit dans un sens ou ensuite dans l'autre sens au backswing, donc au backswing, on va vraiment avoir cette torsion et vous pouvez voir au niveau de la dia qu'on va avoir une mise en tension de toute la partie latérale du membre inférieur gauche, qui peut provoquer au niveau dysfonction une mise en tension du nerf cutané latéral avec des possibles méralgies paresthésiques, donc une atteinte au niveau de la sensibilité au niveau du nerf cutané latéral, mais également une mise en tension, en torsion au niveau du genou gauche, très courante donc chez le golfeur qui met beaucoup de poids au niveau du côté gauche, ces lésions, ces dysfonctions de rotation au niveau du genou. Et également, quand on voit la position de fin de swing au niveau de la cheville, on va se retrouver avec une mise en tension de toute la partie latérale de la cheville, avec à terme, si on ne prend pas ça en charge, des dysfonctions d'entorse à répétition, ou en tout cas de laxité au niveau de la cheville gauche. On va voir qu'au niveau du finish, on a différents types de finish chez le golfeur. C'est ce qu'on va appeler le finish en I et le finish en C. Donc on se rend compte que chez le golfeur en bleu, avec le t-shirt bleu, on va avoir quelque chose de très droit au niveau de la colonne vertébrale lors du finish. Ensuite, si on regarde l'opposé, on va se rendre compte qu'il y a une attitude en C, donc une énorme mise en extension, en postection au niveau de la colonne lombaire. Et avec, entre les deux, le cas intermédiaire. Alors, on se rend compte que si on a notre sportif qui correspond à un finish en C et qui arrive dans notre cabinet avec une lombalgie, avec des compressions au niveau des apophyses articulaires, au niveau des articulations au niveau lombaire, on va se retrouver devant une impasse. Donc on peut traiter au mieux toute cette zone-là. Tant qu'on n'a pas modifié au niveau de la gestuelle, forcément, ça va revenir quand on va voir le nombre de fois où il va répéter l'action. Donc ça, c'était pour expliquer le cas pour un golfeur. On peut évidemment transposer ça à tous les sports, à toutes les gestuelles. Donc c'est pour pouvoir répondre à pourquoi est-ce qu'on doit avoir un kinésithérapeute spécialisé dans le sport et qu'est-ce que ça change par rapport au kinésithérapeute d'orientation plus générale. Donc, je vais maintenant revenir à la question de Cécile. Donc, excellente question au niveau des étirements. Donc, on peut voir des tonnes de choses au niveau des étirements. Donc, on en entend parler partout. Ça vient, selon moi, d'un gros souci de départ. Donc, en fait, il y a plein d'études qui vont être très souvent totalement contradictoires.
On se rend compte qu'en fait, le problème est est-ce que les étirements sont bons ou est-ce qu'ils ne sont pas bons? Est-ce que les étirements sont à faire avant l'effort ou est-ce que les étirements sont à faire après l'effort? En fait, le problème là-dedans, c'est qu'on parle des étirements de manière globale, comme s'il n'existait qu'une seule manière de s'étirer. Alors en fait, il va y avoir différents types d'étirements. Certains vont être à utiliser donc avant le sport plutôt, d'autres vont être à utiliser après le sport, et enfin certains vont être à utiliser à distance du sport. Donc je pourrais évidemment m'étendre beaucoup plus longtemps sur le sujet, mais la chose à comprendre principalement, c'est de se dire qu'on va devoir avoir quelque chose qui va être plus dynamique à exécuter avant l'effort. Donc tout ce qui est étirement passif avant l'effort est totalement à proscrire. Pourquoi? Surtout dans les sports où on a besoin de réactivité. Donc dans certains sports, ça peut éventuellement passer, bien que ça n'ait pas, à mon sens, grand intérêt. Mais dans les sports qui vont demander de l'explosivité, si on vient avoir un étirement passif au niveau des fibres qui vont se relâcher, l'explosivité vient de la mise en tension au niveau de l'élastique. Donc si on a déjà distendu l'élastique, forcément on aura moins d'explosivité. Donc pas d'étirement passif à faire avant un entraînement, avant un effort, avant une compétition encore moins. Qu'est-ce qu'on va donc faire à ce moment-là? Personnellement, j'aime bien ce dont on dit tout le temps qu'il ne faut pas faire. J'aime bien faire différemment. On va se retrouver à faire quoi? On va se retrouver à faire des mouvements dynamiques. Donc les mouvements dynamiques, ce qu'il faudra, c'est trouver un certain rythme. On entend souvent pour les étirements dire tiens, dans les étirements, on ne peut pas donner d'à-coup. Donc je suis assez d'accord sur le principe. Après, il y a une différence entre donner un à-coup, c'est-à-dire solliciter de manière rapide la chaîne myofaciale et également les structures nerveuses. Donc là, clairement, ce n'est pas à faire parce qu'on va donner une information, on va étirer le niveau du nerf et ensuite on va avoir une réaction de défense qui va venir recontracter l'ensemble. Donc on ne va pas venir faire cette mise en tension rapide. Par contre, ce qui peut être intéressant de faire, c'est ce qu'on utilise pour les mobilisations neurodynamiques. Donc venir avoir un mouvement rythmique, et donc j'entends bien rythmique, c'est-à-dire pas trop vite, donc le rythme ne doit pas être trop important pour ne pas créer de réaction de défense, mais sinon ce rythme est vraiment intéressant. Le rythme sera aussi à adapter en fonction du type de sport. Est-ce que c'est un sport qui nécessite plutôt de la souplesse, où là on va plutôt avoir un rythme très lent, ou plutôt un sport qui va nécessiter de la dynamique, où là on aura un peu une dynamique un peu plus rapide, sans être dans le trop rapide pour ne pas reprovoquer de contraction réflexe de défense. Donc ça c'était pour l'avant. Ensuite, pour après l'entraînement ou après une compétition, ce qu'on doit se demander, c'est quelle était la charge durant l'activité sportive. Donc, si durant l'activité sportive, on a eu une charge importante, ça veut dire qu'il y a eu des micro-dégradations au niveau des fibres musculaires. À ce moment-là, évitez également les mises en tension prolongées. Donc les genres d'étirements, je prends une position, je reste une minute dans cette position, on oublie carrément après un effort important où il y a eu des atteintes, des dégâts au niveau des fibres musculaires. Donc à ce moment-là, on peut voir en fait l'action qu'on a fait durant l'activité sportive comme des contractions au niveau des fibres. Donc on a les fibres actine, myosine qui vont venir s'imbriquer. On va devoir faire quoi? On va devoir légèrement remettre en tension pour venir désenchevêtrer les les ponts qui se sont faits de manière trop importante. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt venir faire des mobilisations. Donc le but est de venir remobiliser. Là, encore plus que ce que je vous ai dit juste pour avant le sport, encore plus à ce moment-là, surtout pas de mouvement rapide. Et on va me dire, oui, super, c'est gentil, Fred, mais alors quand est-ce que je viens faire des assouplissements où je vais carrément gagner de la longueur au niveau de ma chaîne musculaire? Pour moi, clairement, ça ne doit être fait ni avant le sport, ni après le sport. Ça doit être fait à part du sport, dans une séance spécifique.
Donc voilà un peu pour les 3 phases, les 3 types d'étirements qu'on peut exécuter, donc soit avant, soit après, soit carrément en dehors du sport. J'ai essayé de faire au plus vite, Cécile, mais ça aurait pu nous prendre beaucoup plus longtemps, mais j'espère que ça répond déjà au moins en partie à ta question et que ça peut te donner des pistes et que ça peut vous donner des pistes pour éviter de faire des erreurs grossières, comme on le voit encore trop fréquemment dans la pratique quotidienne et sur les terrains de sport. Quelle est la place des préférences motrices dans la kiné et pour quelle pathologie? Donc, la plupart d'entre vous sont probablement pas sans savoir, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis également spécialisé en préférences motrices. Donc j'ai écrit un livre avec un ami là-dessus. Donc je vous renvoie vers ça si vous voulez plus d'infos évidemment. Mais les préférences motrices pour moi, donc dans ma pratique, ont vraiment révolutionné la manière de prendre en charge le sportif, mais la manière de prendre en charge tous les patients. Donc, si on peut voir en kiné quel va être l'intérêt, si on regarde par exemple en posturologie, moi je vais faire beaucoup de posturologie, on va souvent vouloir ramener le patient par rapport à une norme. C'est-à-dire qu'on va ramener le patient par rapport à la verticale de gravité, qui est la verticale théorique idéale chez tout le monde. On est bien d'accord que ça, c'est uniquement dans les livres. Donc, on doit tendre vers cette position idéale. Okay. Mais est-ce que je préfère que la personne soit légèrement en avant de cette ligne? Est-ce que je préfère que la personne soit légèrement en arrière de cette ligne? Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. C'est-à-dire que si mon patient est plutôt en type postérieur, donc plutôt vers l'arrière, il va avoir une mise en tension excentrique des chaînes antérieures pour lutter contre la gravité. Donc, ce sont ces chaînes antérieures qui vont l'empêcher de tomber encore plus en arrière. À l'inverse, lorsqu'on a un patient qui est plutôt vers l'avant, on va avoir une mise en tension au niveau postérieur sur ces chaînes qui vont l'empêcher de tomber vers l'avant. Si on ramène ça aux préférences motrices, vous avez probablement entendu parler des terriens et des aériens. Donc les terriens vont se sentir beaucoup mieux plus proches du sol, donc avec les genoux plus fléchis et plutôt avec le centre de gravité vers l'arrière, avec une mise en tension sur leur chaîne antérieure. Et donc un patient terrien, un sportif terrien, je le ramènerai vers la ligne centrale de gravité, mais je préférerais le laisser légèrement en arrière plutôt qu'en avant. Ça, dans ma pratique, ça a changé beaucoup de choses parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des patients on a tous ça dans nos cabinets, je pense. On a des patients qui répondent très bien à un traitement et d'autres nettement moins. On a des patients qui sont presque parfaitement équilibrés, mais qui crèvent de mal. On en a d'autres qui sont beaucoup plus déséquilibrés, qui ont nettement moins mal. On se rend compte qu'en fait, quand ça va dans le sens de leur mode de fonctionnement, ça passe forcément beaucoup mieux, étant donné que ça respecte leur mécanisme inné de mouvement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre bien en compte. Toute petite parenthèse, je n'ai pas dit qu'il fallait ramener tous les terriens en arrière et tous les aériens en avant. Il faut bien sûr tenir compte de s'ils sont dans une période problématique ou pas. Donc, à certains moments, on va se permettre de ramener un aérien vers l'arrière ou un terrien vers l'avant s'ils nécessitent de pouvoir reposer les chaînes qu'ils utilisent fréquemment. Donc voilà pour la petite parenthèse. Préférence motrice. On peut là également aller beaucoup plus loin. Ici, on a parlé d'une seule préférence, aérien-terrien, avec son impact sur l'avant ou sur l'arrière. Mais il en existe évidemment beaucoup d'autres. Mieux. Alors, question 2, question qu'on retrouve très souvent. En quoi est-il utile de connaître la sensibilité et la spécificité des tests? Donc ça, c'est une question qui revient également souvent, parce que souvent, en fait, moi perso, quand j'ai appris les différents tests, donc c'était déjà il y a un petit temps, on nous apprenait en fait une batterie de tests, mais sans parler de cette spécificité, de cette sensibilité.
Et donc, on va se rendre compte que ça a vraiment un intérêt primordial pour moi. Donc, on va déjà différencier, donc c'est quoi la sensibilité, c'est quoi la spécificité pour redresser un peu le tableau. Donc, la sensibilité va être utile pour faire un diagnostic d'exclusion. La spécificité va être bien pour effectuer un diagnostic d'inclusion. Donc, en fait, on a des tests et puis on va se demander, est-ce que ce test est un bon test en diagnostic d'exclusion, donc pour pouvoir dire mon patient ne présente pas la pathologie, donc ce sera un test qui aura une haute sensibilité. Ou à l'inverse, est-ce qu'on va avoir un test qui aura une haute spécificité et là, qui nous permettra de répondre à la question, est-ce que mon patient présente la pathologie? On va avoir, donc ici dans l'e-learning, vous avez vu pour ceux qui étaient là et vous verrez pour ceux qui le feront par la suite, on va avoir pour chacun des tests des petites étoiles pour la sensibilité et la spécificité. Alors, les tests qui ont une étoile là sont des tests qui en fait ont entre 0 et 20%, 2 étoiles entre 20 et 40, 3 étoiles 40-60, 4 étoiles 60-80 et enfin 5 étoiles 80-100. Donc, j'ai en fait répertorié donc, ce qui existait comme test parce qu'on trouve des fois des valeurs très différentes selon une étude ou selon une autre. Donc, j'ai essayé de regarder tout ce qui collait le mieux et d'en faire une synthèse sous forme d'étoiles. Parce qu'en fait, quand on est dans son cabinet, tout ce qu'on se demande, c'est est-ce que je peux utiliser ce test-là, oui ou non? Donc après, se dire qu'il a obtenu 47% ou 38% ou 64%, peu importe, nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est un test à utiliser en diagnostic d'inclusion, en diagnostic d'exclusion ou pour les deux. La sensibilité, donc vous avez vu, va être avec le signe SN haute, donc SN pour sensibilité, haute pour exclusion, et moins, ça veut dire qu'on va utiliser cela lorsque le test sera négatif. Donc une sensibilité importante va être utile lorsque mon test est négatif pour savoir si mon patient ne présente pas la pathologie. Pour la spécificité, bah, c'est exactement l'inverse. On va cette fois-ci avoir SP in, donc SP pour spécificité, in pour inclusion, et le petit plus qui nous dit que ce test est utile lorsque le test sera positif. Lorsque le test est positif, dans ce cas-là, le patient présente la pathologie. Donc si je prends un exemple pour illustrer tout ça, on peut prendre par exemple un lift-off test modifié, donc qu'on appelle également le signe du rappel automatique. C'est un test qu'on va faire pour mettre en évidence une lésion, une atteinte au niveau du muscle subscapulaire, sous-scapulaire. Donc on voit que c'est un test qui n'a que 2 étoiles au niveau sensibilité, donc pas terrible au niveau sensibilité. 4 étoiles au niveau spécificité, ça veut dire plutôt bien au niveau spécificité. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon test est négatif, 2 étoiles, ça veut dire uniquement 20 à 40% de chance que le patient ne présente pas la pathologie. Ça veut dire que c'est un mauvais test d'exclusion. Ça veut dire que, ok, mon test est négatif, mais il y a quand même de fortes chances que mon patient puisse avoir la pathologie. Donc, ce genre de test n'est pas utile à employer en diagnostic d'exclusion. C'est par contre un très bon test, donc entre 60 et 80% de spécificité. C'est par contre donc un très bon test pour tout ce qui est diagnostic d'inclusion. C'est-à-dire que lorsque mon test est positif, je peux bien me dire oui, en effet, mon patient présente la pathologie. Donc bon test d'inclusion, oui, mon patient présente la pathologie. Mauvais test d'exclusion, ça veut dire que même s'il est négatif, je ne peux pas être certain que mon patient ne présente pas la pathologie. En tout cas, je n'en ai pas beaucoup de certitude. Donc, à savoir que dans aucun des tests, on n'est jamais certain. Les tests qui auraient 100%
ou 0%, bah, en général, on va se retrouver avec 95%. 95%, c'est génial, ça veut quand même dire qu'il y a 5% des cas où ça n'est pas correct. Mais néanmoins, dans ma pratique, je préfère utiliser un test qui a obtenu 95% qu'un test qui a obtenu 45%. Donc voilà pour la différence entre la sensibilité et la spécificité et l'utilité de connaître ça. Donc en fait, c'est pour éviter de passer à côté des faux positifs et des faux négatifs. Donc les pathologies, est-ce qu'elles sont les mêmes en fonction du niveau du sportif? Donc c'était une question qu'on a eue également tout à l'heure, je ne sais plus qui l'avait posée, mais donc en effet on n'a pas du tout le même type de pathologie chez un sportif amateur, chez un sportif professionnel. Donc si je vous laisse voir ici la différence, au premier coup d'œil on peut se rendre compte lequel a une gestuelle d'amateur, lequel a une gestuelle de sportif professionnel. Donc, on va avoir principalement deux choses. Des pathologies qui vont être dues à un manque de technique chez l'amateur. Donc, l'amateur va avoir beaucoup de défauts techniques et c'est souvent les défauts techniques qui vont entraîner les pathologies. Dès qu'on se dirige vers le monde plus professionnel, au plus on va se professionnaliser, au moins on va rencontrer de problèmes techniques, mais par contre là on va avoir des répétitions qui vont être importantes, des rythmes qui vont être très importants, et donc on va avoir des lésions microtraumatiques plus un type de surmenage. Donc voilà pour les deux grosses différences. Alors là non plus, je n'ai pas dit que le sportif amateur ne pouvait jamais avoir de dysfonction de surmenage parce qu'il en a fait beaucoup. Mais souvent, il en a fait beaucoup sur une gestuelle mal adaptée, sur un défaut technique. Le professionnel, tous les professionnels n'ont pas une technique irréprochable. Donc, il y a également des défauts techniques qui peuvent persister chez le professionnel et qui seront évidemment importants à aller travailler. Mais ce sera principalement la répétition et donc le surmenage qui va différencier ces deux types de pathologies. Donc, d'où l'intérêt, on en revient à la toute première question, de connaître la gestuelle adaptée à chaque sportif. Pour lui, c'est une erreur au niveau technique, donc qui est absolument à corriger, ou est-ce que c'est un surmenage? Là, on va revenir également vers ce dont on a parlé juste avant, à savoir les préférences motrices. Et au niveau des préférences motrices, on va se demander, ok, la gestuelle correspond au geste théorique parfait. Donc, souvent, on va se dire, le geste théorique parfait se fait de telle manière. Au golf, je dois avoir tel mouvement, telle amplitude, telle angulation, telle chose. Et donc, on va faire un peu un catalogue du geste parfait. Je vais peut-être casser un mythe pour certains, mais le geste parfait, il n'existe pas. Et en tout cas, le geste parfait, il doit juste être parfait pour le sportif qui l'utilise. C'est-à-dire qu'un geste parfait, idéal pour tout le monde, ça n'existe pas. Donc, on va devoir essayer de se demander, et en fonction des préférences motrices, on arrivera très bien à le faire, essayer de se demander est-ce que le sportif a plutôt besoin de tel type de gestuelle ou tel autre type de gestuelle. Si je reprends l'exemple du golfeur qui prend un appui soit plus sur le pied gauche, soit plus sur le pied droit, soit un appui plus central, on va se retrouver avec trois types de préférences motrices différentes. Ça veut dire que quelqu'un qui est fait de manière innée pour avoir un appui du côté droit, si lui, on lui dit le geste idéal, tu dois avoir 60% sur ton côté gauche, mettre le côté gauche plus en appui, c'est un geste qui est très bon pour celui qui a besoin d'avoir de l'appui sur son côté gauche. Et donc là, on va ramener le côté, est-ce qu'il y a un problème gestuel? On va le ramener en fonction du sportif à sa gestuelle qui lui est propre. Une gestuelle idéale, elle doit être performante, elle doit être économe en énergie, elle doit permettre de ne pas créer de dysfonction, elle doit être harmonieuse. Si le patient est harmonieux, si le patient arrive à avoir de l'aisance dans sa gestuelle, si le patient est performant et si le patient n'a pas de douleur, si le sportif n'a pas de douleur, à ce moment-là, c'est que la gestuelle est une gestuelle qui lui est adaptée, même si elle ne correspond pas à quelque chose qu'on retrouve classiquement dans les livres.
nombre de patients respectent le truc classique du livre et pourtant ça va à l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Et donc, en découle toute une foule de pathologies. Il y a plusieurs choses à ça. Donc, il y a la prise en charge. Donc, déjà, le sportif pro et au plus on a un sportif pro, au plus le sportif pro coûte cher, au plus le sportif pro rapporte de l'argent, au plus il a un staff en général compétent à sa disposition. En tout cas, ça devrait l'être. Donc là, il y a quand même déjà une différence, une première différence de prise en charge. Donc, est-ce que la prise en charge est idéale? Alors, je suis entièrement d'accord pour dire que dans beaucoup d'équipes pro, la prise en charge est très loin d'être idéale et que certains sportifs amateurs qui se sont fait leur staff autour d'eux ont une prise en charge qui est plus adaptée. Donc ça, c'est pour la partie compétences de mise en œuvre du staff. Ensuite, il y a un deuxième plan qui est l'aspect financier. Donc, l'aspect financier, le sportif pro qui va être payé pour ça, clairement, on a toujours tendance, et les dirigeants et l'entraîneur et le sportif lui-même, très souvent, a tendance à pousser pour revenir plus tôt. Pourquoi ? Les dirigeants, on comprend très bien l'enjeu financier qu'il y a là derrière, d'avoir leur joueur vedette qui est sur le terrain plutôt qu'à l'infirmerie. On comprend très bien pour l'entraîneur que l'entraîneur, s'il peut ne pas se priver de son pion essentiel, souvent le dilemme, donc moi j'ai travaillé dans plusieurs staffs, et souvent le dilemme c'est de se dire, ok, j'ai un joueur, ok, il est à 80%, mais à 80%, il reste encore vachement meilleur que le deuxième choix qui est celui qui pourrait le remplacer. Et donc, l'entraîneur va souvent préférer faire ça également. Et enfin, le sportif lui-même. Le sportif lui-même, il faut savoir que s'il n'est pas sur le terrain, quelqu'un d'autre est à sa place. Si quelqu'un d'autre performe à sa place sur le terrain, il y a des chances qu'il ne revoie plus le terrain pendant un moment. Donc ça va être quelque chose qui va également être à prendre en compte. Alors c'est là où ça devient vraiment très intéressant. Quand on a une bonne communication, j'en ai parlé tout au départ, pourquoi un kiné du sport? C'est super intéressant quand on a une bonne communication entre les différents protagonistes. Donc si on a une bonne communication entre le kiné, entre le doc, entre le joueur, qu'on peut en discuter avec l'entraîneur, peser les pour et les contre, et éventuellement, si on a une bonne discussion avec l'équipe dirigeante, là c'est vraiment parfait. Donc, personnellement, moi pour le moment, je suis dans un staff de foot. On peut très bien discuter, que ce soit avec les dirigeants, que ce soit avec l'entraîneur, évidemment avec le joueur, pour pouvoir prendre ces décisions-là. Donc, si on prend des trucs plus concrets, il y a quand même des choses qui sont limite. Je vais prendre par exemple une opération d'un ligament croisé antérieur, très courante chez le footballeur. Quelqu'un qui va reprendre après 3 mois et demi, clairement, pour moi, ce n'est pas l'idée du siècle. Même si il est tout à fait apte à pouvoir reprendre, il se peut qu'il ne se passe rien et que tout se passe très bien, mais c'est quand même la période la plus fragile et il se peut aussi que ça se passe très mal et qu'on perde beaucoup de mois derrière pour essayer d'avoir gagné quelques semaines. Donc là, tout est question de peser les pour, les contre. Mais là, par exemple, chez un sportif amateur, c'est très simple, tu ne reprendras pas avant 6 mois, problème réglé. Chez un sportif pro, 3 mois et demi, on commence à se poser la question, à 4 mois, ça devient urgent et on attend très rarement, voire jamais, les 6 mois. Donc voilà pour un exemple concret. J'espère que ça répond à ta question. Alors, pourquoi ne parlez-vous pas de la tendinopathie du moyen fessier que nous rencontrons fréquemment dans nos cabinets? Donc, je suis entièrement d'accord. Donc, en fait, j'ai essayé. Donc, on avait
e-learning de 7 heures. J'ai essayé d'y mettre le plus de choses possible. Alors évidemment, il n'est pas possible d'être exhaustif et de pouvoir parler de l'ensemble. Donc j'ai forcément dû limiter certaines choses, parler plus d'autres, et certaines, je n'en ai pas parlé. Maintenant, je suis entièrement d'accord que la tendinopathie du moyen fessier est quelque chose de fréquent et qui aurait pu être dedans, et je l'y rajouterai, mais on va profiter de parler de ça maintenant. Donc, dans la tendinopathie du moyen fessier et également dans le syndrome de l'essuie-glace, ce qu'on rencontre, c'est un déséquilibre dans le plan frontal. Donc, pour nous, le but sera de venir rééquilibrer ce plan frontal. Alors, donc quand je dis plan frontal, c'est au niveau gauche-droite. Donc, on va devoir avoir en fait un équilibre entre les chaînes latérales que vous voyez en rose-mauve et les chaînes médiales que vous voyez en bleu. Donc, la partie latérale et la partie médiale vont devoir être équilibrées entre les deux. J'entends très souvent, que ça soit pour l'un, que ça soit pour l'autre, donc que ça soit pour la tendinopathie du moyen fessier ou que ça soit pour le syndrome de l'essuie-glace, syndrome de friction. J'entends souvent la même connerie, on va le dire clairement. Il faut étirer la chaîne latérale. Il faut étirer la chaîne latérale. Alors je dirais, oui, chez certains et surtout pas chez d'autres. Donc il faut éviter de donner le même conseil tout le temps. Donc on va avoir en fait deux choses possibles. Et je vais profiter ici de ça pour dresser un truc important. C'est est-ce qu'on a une dysfonction en excentrique ou une dysfonction en concentrique. Donc, si j'explique, je ne sais pas si on me voit, si je me relève un peu, je pense que oui, ça a l'air d'aller. Donc, si j'ai ici, en fait, une contraction de mes abducteurs, je vais avoir une translation de mon bassin du côté opposé. Si j'ai une contraction de mes adducteurs, je vais avoir une translation de mon bassin du même côté. Et donc, en fait, je vais devoir gérer cette différence entre les deux. Je vais avoir dans un cas, quand j'aurai une contraction des adducteurs, donc si j'ai une contraction des adducteurs, je vais avoir une mise en tension excentrique de ma chaîne latérale. Si j'ai une contraction de mes abducteurs du côté gauche, j'ai une mise en tension excentrique du côté droit. Et donc, il va bien falloir faire la différence entre la contraction excentrique et la contraction concentrique. Ça, c'est vraiment super important. Alors, un tissu qui est rétracté, qu'on donne comme conseil d'aller l'étirer, d'aller assouplir, d'aller rendre un équilibre de tension parfait. Par contre, on se rend compte que dans l'autre cas, et ça c'est quelque chose qu'on rencontre très fréquemment en cabinet, et surtout quand ça ne fonctionne pas, c'est bizarre, j'ai été chez le kiné, il y en a un autre qui a été, on avait la même pathologie, lui il va super bien, c'est fini, et moi j'ai toujours aussi mal, voire même plus mal. Pourquoi? Il y en a un qui avait par exemple une rétraction au niveau de sa chaîne latérale. Cette rétraction au niveau de la chaîne latérale, on a été étiré toute la chaîne latérale, on a donc rééquilibré et cette personne va mieux. Je n'ai pas dit que c'était la seule chose qu'il y avait à faire, je ne parle que de la zone qu'on est censé aller travailler. Donc ça, c'est un cas de figure. L'autre cas de figure, c'est quelqu'un qui a du même côté les adducteurs qui sont contractés. Et donc, lui va avoir une mise en tension excentrique. Donc, le tissu est déjà allongé. Donc, la chaîne latérale est déjà allongée et elle résiste à cet allongement. Alors, évidemment, à force de résister, il va se créer une tendinopathie dessus, que ce soit au niveau de la hanche, au niveau du moyen fessier, que ce soit au niveau du genou. Pour le syndrome de friction, le souci sera exactement le même. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est déjà, j'ai une tendinopathie du moyen fessier du côté droit ou j'ai un syndrome de friction du côté droit. Est-ce que mon bassin est translaté vers la droite ou est-ce que mon bassin est translaté vers la gauche? Ça permet de répondre à la question, est-ce que les tissus sont étirés ou est-ce que les tissus sont raccourcis? S'ils sont étirés, hors de question d'aller tirer encore plus dessus. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est souvent ces cas-là qui traînent dans les cabinets et ces patients-là qui ne s'en sortent pas.
Ces cas-là, il faut absolument se demander comment faire. Et donc là, en fait, on va venir travailler soit les adducteurs du même côté, soit les abducteurs du côté opposé. Donc ça, c'est le but, c'est de rééquilibrer dans le plan frontal. Alors, je vous ai parlé ici de est-ce qu'il faut travailler les abducteurs ou les adducteurs. Mais évidemment, on ne va pas s'arrêter au niveau de la hanche ou au niveau du genou. Il faut traiter l'ensemble de la chaîne. Et idéalement, on en parlera quand on donnera quelques mots de posturaux, on aura une mise en tension qui va se faire soit à partir du bas, soit à partir du haut, en fonction de si on est en chaîne ascendante ou descendante. Donc, ici, il faudrait avoir un équilibre des deux chaînes. Si je suis en chaîne ascendante, par exemple, ça va être très important d'avoir un équilibre au niveau du premier muscle, le muscle starter de la chaîne. On va avoir l'abducteur du 5e orteil pour la chaîne latérale, on va avoir l'abducteur de l'hallux pour la chaîne médiale. Vous avez l'ensemble des autres muscles qui sont sur la dia, le principe est exactement le même. Mais donc, on va devoir avoir un muscle abducteur du 5 ou abducteur du 1 qui est idéalement équilibré. Donc, c'est le muscle starter de la chaîne, c'est le point de départ de la chaîne, en tout cas quand on est dans une chaîne ascendante, bien sûr. Et donc, ça va être un point qu'on devra absolument aller travailler. Donc, si je reviens dans mon exemple concret, la tendinopathie du moyen fessier droite ou mon syndrome de friction du genou droit. Si mon bassin est translaté à droite, la chaîne latérale est en étirement. Donc là, est-ce que je dois l'étirer? Non, je dois au contraire même plutôt renforcer. Pour renforcer, je vais stimuler quel muscle? L'abducteur du 5 du côté droit. Ou l'abducteur du 1 du côté gauche, en fonction de si c'est l'un ou l'autre qui est en dysfonction. On voit également au niveau des semelles chez le podoposturologue comment on pourrait venir, via certains éléments, retravailler au niveau de cet équilibre dans le plan frontal. Donc j'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion. C'est une bonne question. Donc, Thierry, et pour tous les autres, ça dépend. Si on est en chaîne ascendante podo-iliaque, donc ascendante à partir de tout en bas, il y a un intérêt d'aller venir y mettre une orthèse. Si on est en chaîne descendante, il n'y a pas le moindre intérêt de venir y mettre une orthèse. Quand je dis il n'y a pas le moindre intérêt, je sais que je vais en choquer certains. Tout le monde essaye toujours d'apporter ce qu'il peut apporter. Ça veut dire que même en chaîne descendante, le podologue, est-ce qu'il peut aider avec une semelle? Oui, bien sûr. On peut rentrer dans le système postural par n'importe quel côté. Ma question à moi, c'est est-ce que c'est le côté idéal pour rentrer dans le système? Et là, pour moi, clairement non. Donc, je dirais, est-ce qu'il faut une orthèse pour venir modifier la posture? Non, on peut très bien modifier la posture manuellement. Maintenant, si on voit que manuellement, ça n'a pas suffi, et si on est en chaîne ascendante podo-iliaque, dans ce cas-là, il y a un intérêt de venir y mettre une orthèse. Et quand je parle d'orthèse, je parle bien de semelles de reprogrammation au niveau de la posture, c'est-à-dire des semelles fines avec des reliefs inférieurs ou égaux à 3 mm. Ces petits reliefs vont venir stimuler au niveau de la plante du pied, soit au niveau du corps musculaire, soit au niveau de la jonction musculo-tendineuse, et vont pouvoir stimuler, rééquilibrer telle ou telle chaîne. À bien différencier des semelles avec des grosses épaisseurs, où là, on est sur quelque chose de passif. Le pied était dans cette position, je viens mettre une cale, entre guillemets, en dessous. Donc ici, on parle bien de semelles de reprogrammation posturale. Oui, là j'ai plein de conseils. Donc ça c'est quelque chose que je connais bien. Donc au niveau
des danseurs et également des gymnastes filles principalement. Donc les filles hormonalement sont déjà plus laxes que les garçons, et quand on prend dans certains sports où on va avoir une nécessité de souplesse, on va se retrouver des fois avec beaucoup trop de souplesse. Donc en fait, ce qui est important pour moi, c'est pas de savoir si on est souple ou si on est raide. On a le problème inverse, par exemple, avec certains sports où ils sont beaucoup trop raides. Donc dans certains sports, c'est très très souple, dans d'autres, c'est très très raide, et on voudrait bien les ramener au milieu. Pour moi, la seule question intéressante, c'est est-ce que c'est équilibré? Donc, est-ce que c'est équilibré entre médial latéral? Est-ce que c'est équilibré entre antérieur et postérieur? Et on se retrouve très souvent chez les danseuses, donc, vu que c'est ce cas-ci, avec un déséquilibre. Et donc là, clairement, il y a une zone souple et une zone très 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 souple. Donc forcément, les deux semblent très souples, mais il y a une différence entre l'avant et l'arrière, entre la gauche et la droite, entre la rotation médiale et latérale. Et donc dans les différents plans, on a cette différence. Et donc là, clairement, est-ce qu'on va aller assouplir encore l'autre côté? Ça dépend. Dans certains sports qui nécessitent ça, si je prends l'exemple de la danseuse, si elle nécessite de faire ça pour son sport, je serais tenté de dire oui. Le truc, c'est est-ce que son corps peut l'accepter? Il y a le côté, est-ce qu'elle peut être performante maintenant? Mais ensuite, il y a le côté, est-ce que je suis en train de lui bousiller le corps pour la suite? Et donc là, clairement, je dirais, éthiquement, on peut difficilement se dire, je fais quelque chose pour que tu sois performante pendant un an, mais ensuite, après, tu ne pourras plus bouger. Je caricature, hein. Mais donc là, pour moi, en pratique, comment je fais? Si c'est vraiment nécessaire dans le sport d'atteindre cette amplitude-là, oui, on la travaille uniquement si le corps peut supporter ça. Et pour que le corps puisse supporter ça, il lui faut un programme d'entraînement en excentrique pour renforcer les jonctions musculo-tendineuses. On a parlé du protocole d'excentrique tout à l'heure. Et donc, clairement, moi, ce que je leur dis, c'est OK que tu sois souple, on peut travailler au niveau de la souplesse encore plus, pas de problème. Mais par contre, il faut que ton corps puisse l'accepter. Et donc là, il faut du renforcement excentrique et en course externe, pour ne pas créer un raccourcissement évidemment, mais il faut pouvoir venir, il faut que les tissus supportent cette charge-là. Donc, c'est couramment ce qu'on a chez les tennisman également, hein. Chez les tennisman, on a quoi? Au plus la rotation latérale est importante, au plus je vais loin derrière, au plus je serai puissant pour venir servir ou pour venir se matcher. Donc, au plus j'augmente l'amplitude et au plus j'aurai de la puissance. Sauf que si j'augmente l'amplitude et que j'ai ma partie antérieure qui n'est pas capable de supporter en dynamique cette mise en tension, c'est là que se rencontrent les problèmes. Donc, ce que je pourrais donner comme conseil au niveau des danseuses, c'est si c'est obligatoire d'augmenter encore l'amplitude, donc il y a toujours le but de rééquilibrer les amplitudes, de rééquilibrer les tensions antérieures, postérieures, gauche-droite. Pour ça, il y a deux manières de faire. Soit j'augmente la souplesse d'un côté, soit je renforce l'autre. Si c'est vraiment nécessaire d'augmenter la souplesse, oui, mais jusque quel point je peux me le permettre pour que l'organisme l'accepte? Et donc là, il y a besoin d'un travail excentrique de renforcement au niveau musculo-tendineux en parallèle. Si ce n'est pas obligatoire d'augmenter l'amplitude, à ce moment-là, je vais plutôt faire un renforcement du côté qui était trop souple, le but étant de recréer cet équilibre. Merci à tous et bonne continuation à tous. Merci pour votre implication.